Permettez-moi tout d'abord de remercier notre cher Jafar El-Kensossi, président de l'association Almunia de Marrakech, d'abord pour l'organisation de cette rencontre et aussi pour son invitation à animer ce panel. Comme vous le savez, ce panel se tient aujourd'hui à un moment très particulier, à un moment spécifique. Après plus d'un mois du séisme du Haus, qui a touché plusieurs provinces et préfectures, notamment la province d'El Haus, de Chichaouane, de Taroudant, de Ouarzazate, de Azelal et bien entendu la préfecture de Marrakech, dont notamment la Médina de Marrakech. Je tiens à ce titre à présenter mes sincères condoléances aux familles des victimes. Je tiens aussi à saluer la mobilisation totale et collective de la population et des éléments opérants aux avant-postes tout au long de la phase de secourisme et d'intervention d'urgence. Nous sommes réunis aujourd'hui dans la Médina de Marrakech et plus précisément la bibliothèque Ben Youssef, un lieu chargé d'histoire, un lieu d'ancrage, un lieu d'inspiration, un lieu de la culture qui vient rassembler aujourd'hui parmi nous d'éminents experts et acteurs pour apporter un regard croisé sur la préservation et la sauvegarde des médinas marocaines à un moment particulier, post-séisme, avec un appel du souverain à la reconstruction dans le respect de la dignité des populations, des us et coutumes et du patrimoine. Nous sommes réunis aujourd'hui pour parler des médinas du Maroc en tant qu'établissement humain, en tant que tissu vivant, au centre de l'attractivité et du développement de nos villes. Pour parler de nos médinas au regard de leur préservation et sauvegarde, notamment post-séisme, nous avons aujourd'hui avec nous plusieurs éminents experts pour partager avec nous différents projets, réalisations, programmes et initiatives que nous avons le plaisir de partager aujourd'hui avec vous. Permettez-moi de présenter ce riche panel qui est autour de moi. D'abord, Monsieur Elie Mouyel, notre grand architecte, un des précurseurs de l'architecture de terre au Maroc, qui va nous parler aujourd'hui de l'auto-reconstruction et le génie des douars de l'Atlas. Merci. Ma présentation n'est pas une conférence. Au lendemain du séisme, nous étions en train de préparer ce colloque sur les médinas, et donc il nous est paru difficile de ne pas changer de braquet et d'adopter le problème du Haus. Quand je dis le Haus, c'est plutôt la montagne. Les années précédentes, nous avons beaucoup parlé exclusivement des médinas. On avait peut-être un peu négligé le patrimoine rural. Là, il s'impose, l'actualité l'impose, et donc ce que je vais vous communiquer, en fait, ça va être beaucoup de propos qui sont personnels, parce qu'en fait, c'est le reflet des réflexions dans le courant du dernier mois, entre réflexion et action. Ce sont plus des ressentis de situation, des analyses à chaud de certains états que l'on constate, plus qu'une conférence, disons. Alors, je voudrais dire que notre propos sur le patrimoine avec Almunia, les dernières années, on a assisté à des travaux très importants dans la Médina et qui avaient mobilisé toute notre attention. Ces travaux très importants, nous avons été, Almunia, on va dire, assez critiques. Et nous avons eu l'occasion, à maintes reprises, d'avoir les responsables, les décideurs de ces opérations dotés de budgets pharaoniques. Mais on a constaté, après 3 ans, après les colloques, après les publications, etc., que finalement,
lorsque l'action publique se met en route, c'est un paquebot et qu'il est très difficile d'en faire varier la direction malgré toutes les bonnes volontés. La conclusion, après on passera au house, la conclusion c'est que lorsqu'on s'intéresse au patrimoine, aujourd'hui il y a un consensus. Préserver le patrimoine des Médinas, préserver tous les patrimoines au Maroc, c'est un consensus. Maintenant, la ligne de fracture, c'est pas entre ceux qui veulent et qui veulent pas. La ligne de fracture, c'est comment on le fait et à quel niveau d'exigence on se donne. Parce que ça n'est pas un but en soi. Il y a que des gens pour, mais il y a des gens qui sont pour sans se donner les moyens, et d'autres qui disent attention, l'objectif ne va pas être atteint, il faut se donner les moyens, et si on les a pas, eh ben il est urgent d'attendre d'avoir les moyens pour faire. Donc il y a les pragmatiques qui eux foncent. Quand le budget est là, on le fait. Il a manqué de la doctrine, il a manqué une doctrine générale, et il a manqué aussi peut-être de pointer exactement quels étaient les objectifs de ces opérations dans la Médina. Aujourd'hui, je ne vais pas m'étaler là-dessus, mais on a une seule couleur dans toute la Médina. Sur des kilomètres carrés, c'est une seule couleur, une seule qualité d'enduit, une seule qualité de porte et de couleur de porte, et un seul képi. Avec ça, on a refait la Médina avec 5 ingrédients. Qu'est-ce qu'on penserait d'une cuisine qui se ferait fait avec la même recette tous les jours avec 5 ingrédients? C'est pas possible. La Médina a été, je le déplore, on l'a dit et répété, on ne peut pas uniformiser le patrimoine de cette manière. C'est même le contraire du patrimoine. Le patrimoine, c'est la sédimentation du temps, des savoirs, des intentions. Cette sédimentation, si vous la liftez, c'est le mot, liftage général, gommage, si vous la liftez, ben vous perdez une grande partie du patrimoine, même si vous pouvez être satisfait à la fin, et les touristes le sont très bien, satisfaits de cette homogénéité ou de ce côté propre et net. Mais c'est pas pour nous, c'est pas le patrimoine. Le patrimoine, c'est la dimension historique, dans sa diversité, dans sa sédimentation, c'est ça qui est important. Alors pour eux, donc ça nous a indiqué que les grandes opérations qui sont commandées dans l'urgence, si elles n'ont pas de doctrine et si les buts à atteindre ne sont pas clairement identifiés, on peut être tous d'accord sur la nécessité Sa Majesté a donné un créneau très étroit qui permet de ne pas trop diverger. Donc tout le monde est d'accord sur la nécessité de donner au village de l'Atlas un nouveau visage qui sera respectueux de la tradition de l'intégration à l'environnement. Enfin, là-dessus, heureusement, il n'y a plus de débat. Mais à l'intérieur de ce créneau, il peut y avoir beaucoup de bonnes et mauvaises choses à l'intérieur de ce créneau. Ça dépend des moyens qu'on se donne. Alors, pourquoi la reconstruction des villages de l'Atlas? Ça fait partie d'une réflexion patrimoniale. Eh bien, nous, on ne fait pas de différence. Le patrimoine, ça peut être des monuments, ça peut être l'habitat très commun de la ville. Sur les 30 000 maisons qui composent la Médina, il n'y a pas beaucoup il y a des monuments, bien sûr, mais il n'y en a pas tant que ça. L'essentiel du patrimoine, lorsqu'on parle d'une Médina, c'est le tissu urbain. C'est la banalité de la maison particulière qui, agglomérée par centaines, par milliers, constitue le vrai joyau du patrimoine. S'agissant des douars de l'Atlas, on en a dénombré 3000 qui sont affectés. Donc c'est énorme. 3000, ce sont des petits hameaux, parfois 10, 20, 30 canons. Ces douars, ce sont autant de joyaux du patrimoine. Bon, tout le monde le sait, en s'étant promené dans l'Atlas, tout le monde a été émerveillé, que ce soit des architectes, des paysagistes, des peintres, des photographes. Tout le monde a été émerveillé par la qualité
de cette architecture vernaculaire. On pourrait dire aussi de cette architecture sans architecte. Depuis le célèbre livre de Rudowski sur les architectures sans architecte, cette catégorie a ses lettres de noblesse. Les architectes ont toujours pensé que cette architecture-là, ils en ont presque été jaloux. Moi, j'en ai été jaloux. Parce que comment expliquer que des gens qui ont d'autres préoccupations, qui sont bergers, agriculteurs, comment expliquer qu'ils sont arrivés à une forme de perfection, d'intégration à leur environnement, d'intégration aussi à leur mode, à leur culture et mode social. Comment expliquer qu'ils aient eu ce génie pour obtenir ce résultat? On peut que le constater. Et donc, ça rend modeste. On se dit, bon, les gens, génération après génération, ont construit des joyaux patrimoniaux. Maintenant, ils sont détruits, en partie, ou même pire, en totalité, détruits. Qu'est-ce qu'on imagine pour leur reconstruction? Et là, on peut craindre. Si vous aviez un objet parfait, ou quasi parfait, ça veut dire que comment on peut espérer retrouver cette qualité? Qu'est-ce qui fait qu'on va retrouver cette qualité? Est-ce que les gens, ça m'a été assez reproché quand j'ai dit, il y a un mois à la radio, quand j'ai dit, attention, les gens de la côte et de la plaine, si vous ne comprenez pas les gens de la montagne, abstenez-vous. Ça a été considéré comme assez présomptueux peut-être de ma part de dire ça. Mais en fait, un mois après, je pense, c'est très difficile de ne pas perturber le génie des gens qui ont construit ces douars. Je dis le génie parce que on peut pas l'expliquer. C'est le produit d'une société qui baigne dans une culture transmise de génération en génération. On peut pas expliquer pourquoi on arrive à ce degré de justesse. Donc tout élément extérieur, il faut bien avoir conscience que tout élément extérieur, ramené avec la meilleure bonne volonté du monde, avec les meilleures intentions, tout élément extérieur, qui soit technique, est perturbateur de ce génie. Et donc va altérer la qualité de la reconstruction. Et ça, il faut bien voir que dans quelques mois, on aura le verdict. On saura si on a trouvé les bons moyens pour aider, si on a trouvé la doctrine, si on a trouvé une doctrine, et si on s'est donné des objectifs. Parce que le résultat, il va être visible dans quelques mois. Et dans quelques mois, on saura si au Maroc, on a su gérer cette catastrophe de manière, en sortant par le haut, de manière qualitative, ou si juste on a répondu à un problème quantitatif, c'est-à-dire donner des mètres carrés construits. Ça m'angoisse beaucoup. Je pense c'est pas impossible de retrouver ou de contribuer à la réémergence de ce génie constructeur, mais il faut le faire avec beaucoup de modestie et beaucoup de doigté. Je sais pas si c'est le lieu de donner ces perspectives, mais d'abord, il faut constater que une partie de cette renaissance, de cette reconstruction, une des garanties, c'est d'abord le discours royal qui a donné un guide extraordinairement judicieux et précis, mais malgré ça, à l'intérieur de ce guide, il peut y avoir de sérieuses dérives. Donc comment faire? Alors, il faut savoir que dans ces douars, la réémergence d'une construction de qualité patrimoniale est possible.
Elle est possible. Les conditions, d'abord, ces douars, même quand ils sont détruits, il reste la trace. Il ne faut pas abandonner la trace de ce qui a été détruit. Il ne faut pas s'en écarter. C'est la première garantie de reconstituer un douar avec une volumétrie ou une architecture à peu près cohérente. Donc il faut garder la trace de la ruine et reconstruire la ruine. Pour ceux qui disent qu'il peut y avoir danger à reconstruire et qu'il vaudrait mieux construire sur la colline d'en face, moi je dis que si vous déplacez un douar de 100 mètres à droite ou 100 mètres à gauche, le génie de ce douar n'est pas reconstructible, n'est pas possible. Vous perdez le fil, l'ancrage dans le sol, l'ancrage centenaire. Si vous le perdez, c'est perdu. Et c'est pas un architecte qui va vous dire que je suis capable de reconstituer ce génie. Je n'y crois pas. Donc la trace, reconstruire sur sa parcelle, c'est une garantie importante. Maintenant, c'est vrai que ces maisons ont été construites par les ancêtres des gens d'aujourd'hui. C'est pas eux qui les ont construits. Ce sont leurs 1, 2, 3 générations avant. Est-ce que les gens d'aujourd'hui ont le savoir, ont la volonté de faire à la manière de leurs ancêtres? Je sais pas. La vérité, je sais pas. On peut peut-être en douter. Est-ce qu'on peut leur apporter? Alors oui, on pourrait leur apporter ce qui leur manque en termes de moyens et de volonté et de savoir. Et c'est la meilleure garantie que ça se reconstruise de manière harmonieuse. Alors quand je dis reconstruise, c'est pas pour le folklore, c'est pas pour donner une image de carte postale, reconstituer la carte postale. Non, reconstruire, c'est la richesse des gens de la montagne, leur principale richesse, c'est leur douar. C'est la forme architecturale de leur douar. C'est leur principale fierté et c'est la chose qu'on leur reconnaît de manière universelle. C'est ce qu'on leur reconnaît. Donc, s'ils perdent cette image, ils vont la perdre eux-mêmes et nous allons aussi la perdre. Ils vont baisser dans notre considération si leur douar devient quelque chose que l'on va détester. Comment ils peuvent renouer? Donc c'est pas refaire la carte postale, mais c'est de tabler sur l'idée que si on maintient les conditions de gens leurs ancêtres ont construit cela, s'ils utilisent les mêmes matériaux, s'ils utilisent la parcelle avec des besoins nouveaux, ils vont pouvoir le faire évoluer, mais le faire évoluer, disons, harmonieusement. Mais c'est eux qui vont le faire évoluer. C'est nous, tout ce qu'on peut leur apporter, c'est de leur dire que, ce qu'ils avaient était bien, peut-être pas toujours bien construit, parce que les usages se sont perdus dans les dernières générations, ce qui explique que la plupart des dommages s'expliquent parce qu'il y a un manque d'entretien ou parce que les nouvelles générations n'avaient pas le même savoir. En fait, c'est même pas une question de savoir. Je me suis rendu compte que ces gens, il y a 3 générations ou 4 générations, s'étaient habités dans des vallées heureuses. Ils vivaient dans un état. Bon, je vais pas faire une carte postale idyllique en disant que l'époque précoloniale était un Eldorado, mais disons qu'ils se sont paupérisés, et avec la paupérisation, avec le besoin d'aller chercher leur pitance à la ville et tout, ils ont été clairement des sociétés qui ont été déstructurées et appauvries. Donc, ils ont moins investi dans ce qui faisait leur fierté, leur maison. Les gens construisaient bien parce qu'ils n'avaient pas de notion mercantile, ils construisaient pour leur descendance, ils avaient des précautions qu'ils connaissaient, sans être des experts, ils connaissaient les précautions, comment on construit un mur en pierre avec des boutisses, comment on fait du pisé avec de la bonne terre et pas n'importe quoi. Donc, en fait, les gens, ils savaient simplement parce que c'était leur patrimoine,
pour leurs enfants. Ils le faisaient bien, ils n'avaient pas la notion, ils n'étaient pas pauvres. C'est différent aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est différent. Quelqu'un qui est pauvre, qui s'est appauvri, il n'a pas les mêmes ressources, il n'a pas le même mental. Donc, l'aide à la reconstruction, ça sera une aide qui permet aux gens de combler ce déficit. Avoir plus de moyens, avoir le temps de le faire, et les conseils de gens comme nous, des gens de la ville, qui pouvons leur apporter des conseils qui pourraient leur manquer. D'abord, pour savoir construire traditionnellement, le b.a.-ba, parce qu'on connaît le b.a.-ba, même si eux l'ont parfois oublié, et ensuite pour rajouter la couche scientifique des précautions sismiques, qui sont des chaînages, le sol, enfin, tout ça est assez connu. Donc les améliorations, on peut leur apporter ces améliorations, mais sans leur tenir la main. Il faut apporter ces améliorations de manière assez modeste. Le mécanisme est possible. Moi, j'imagine que plutôt que de donner de l'argent de manière sans condition, que l'argent soit donné avec une certaine contrepartie, mais une certaine conditionnalité, c'est-à-dire que l'argent peut être donné avec un bonus lorsque les gens vont construire avec les matériaux du village, la pierre, la terre, le bois, enfin, s'ils reconduisent, et un malus s'ils construisent en béton. Parce que la facilité, c'est que beaucoup de gens vont prendre l'argent, vont le donner à un tâcheron qui va construire en béton parce que c'est ce qu'il sait faire et qu'il n'a pas envie de perdre son temps avec de la pierre ou de la terre. Et donc on va se retrouver avec des structures en pierre, et si on leur dit il faut que la façade soit traditionnelle, eh ben ils vont mettre une petite couche de terre et de paille sur le béton, et l'affaire sera entendue. Mais il faut bien savoir que lorsqu'on change de méthode de construction, lorsqu'on part d'un mur en pierre à un mur en poteau-poutre avec remplissage de pierre, c'est pas du tout la même chose. Ça perturbe complètement l'espace qui est produit. Pour la simple raison que tant que c'est de la pierre, les gens peuvent maîtriser leur géométrie, celle de leur ancienne maison, c'est des angles qui peuvent être des murs arrondis, des angles, etc. Ça ne les gêne pas. La construction en pierre n'est pas gênée par la géométrie. Par contre, dès que vous passez au poteau-poutre, là, il y a une géométrie qui s'impose. Et cette géométrie-là, elle va détruire la qualité d'espace qu'ils auraient pu garder. Donc, il faut bien voir que changer de technique, même un petit peu, ça fait varier énormément le résultat final. Bon, voilà, je pense qu'on peut le faire. Je pense que ce sera difficile. Peut-être que ce message ne sera pas entendu parce que c'est un message difficile. Voilà. Je préfère voir le verre à moitié plein. Merci beaucoup, Monsieur Limouyel, pour tous vos messages. Pour résumer un petit peu vos messages, il est vrai qu'il y a aujourd'hui un consensus sur la question de la préservation. Mais comme vous dites, comment on le fait? Quel niveau d'exigence et quels moyens on met en place aujourd'hui? Vous nous avez aussi interpellés sur cette question de la reconstruction, une reconstruction respectueuse du patrimoine, des traditions, des savoir-faire, de cette richesse que nous avons retrouvée tous au niveau des douars, au niveau de l'Atlas. Nous avons un système de vallées, un système bien conçu, traditionnel, qui émane d'une façon de vivre, d'une population, de techniques ancestrales, et qui donne toute cette richesse-là. Mais aujourd'hui, comment reconstruire dans cette vision patrimoniale? Vous avez parlé, que j'ai trouvé quelque chose de très pertinent, d'architecture sans architecte. C'est quelque chose vraiment qui nous interpelle aujourd'hui, qui est une réelle leçon pour nous tous, d'un savoir comment aujourd'hui le faire valoir, le perpétuer,
Comment aujourd'hui éviter cette question de l'uniformisation, quelque chose de très important. Vous avez parlé du message royal qui est réellement une feuille de route de la reconstruction. Donc comment aujourd'hui décliner cette vision royale, cette feuille de route? Comment donc reconstituer, mais dans les traces des Dowa, dans les traces de ces ruines-là, et enfin faire valoir ce savoir-faire de la reconstruction traditionnelle, mais avec une assistance des experts, une assistance des maîtres d'œuvre, mais aussi une assistance avec des solutions techniques adaptées.